Alors, il n'y a pas de séance là, cet après-midi, mais il y a une grosse commission des affaires éco. Donc, on a pas mal. Tu es là. Merci d'être là, Vincent. Bien, mes chers collègues, nous recevons cet après-midi M. Benjamin Haddad, ministre délégué en charge de l'Europe. Suivant la tradition, il aurait dû s'agir d'une audition post-conseil pour tirer les conséquences de la dernière réunion plénière du 18 décembre dernier. Au cours de cette réunion, a été décidé en particulier l'octroi d'un prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros pour les années 2026 et 2027 sur la base d'un emprunt de l'Union européenne sur les marchés des capitaux couverts par la marge de manœuvre du budget de l'Union. Cette opération est menée dans le cadre d'une coopération renforcée destinée à éviter toute incidence sur les obligations financières de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie. On observe là une certaine souplesse institutionnelle qui s'est avérée nécessaire pour surmonter le blocage de certains États membres. Le Conseil européen a également pris note de la présentation du projet de cadre de négociation élaboré par la présidence danoise et procédé à un échange de vues sur le cadre financier pluriannuel. Les conclusions relèvent qu'un accord conclu avant la fin de 2026 permettrait l'adoption d'actes législatifs en 2027, ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les financements de l'UE parviennent aux bénéficiaires sans interruption. En janvier 2028, cette formulation paraît très ambitieuse au regard des expériences passées, les accords se faisant toujours sur le fil. S'agissant de l'élargissement, je note avec satisfaction que le Conseil européen a rappelé que l'Union doit mettre en place en interne les travaux nécessaires et les réformes nécessaires. Les travaux préparatoires, pardon. Je ne cesse de le rappeler, il me semble qu'il faut impérativement progresser rapidement dans cette voie. C'est à mes yeux un préalable indispensable. Ces sujets auraient déjà par eux-mêmes mérité cette audition. Mais l'actualité européenne, qui a été bousculée par les déclarations agressives du président des États-Unis, qui vise à s'approprier le Groenland et menace les Européens de mesures de coercition, a conduit les chefs d'État ou de gouvernement à se réunir à nouveau le 22 janvier de manière informelle pour débattre de l'évolution récente des relations transatlantiques et des conséquences qui en résultent pour l'Union européenne. J'observe d'ailleurs que les premiers ministres du Danemark et du Groenland rencontreront demain le président de la République. L'ambassadrice du Danemark qu'on devait recevoir tout à l'heure s'est excusée. Je pense que nous avons tous été choqués des propos tenus par le président des États-Unis d'Amérique, mais aussi par certains actes qui ne correspondent en rien à ce qu'on peut attendre d'un allié. Je fais en particulier référence à l'interdiction de séjour prononcée à l'encontre de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, fervent défenseur du cadre européen de régulation du numérique. Je veux également apporter mon soutien au juge français de la Cour pénale internationale placé sous sanction américaine. L'affaire Breton, je l'ai signalé, Monsieur le Ministre, pour votre information, à Nicosie, devant tous les États membres. J'avais eu cet humble honneur d'être l'auditeur principal, et donc j'ai pu exprimer justement ce regret et ce rejet finalement de notre ancien commissaire par rapport à son accès aux États-Unis. Difficultés de vie quotidienne auxquelles les uns et les autres sont confrontés, elles sont cruelles et nous rappellent avec importance l'indépendance nécessaire de l'Union et finalement constater sa dépendance vis-à-vis des systèmes de paiement américains. Je pense aux cartes Visa, Mastercard et compagnie. Plus que jamais, nous avons besoin de créer les conditions d'une pleine autonomie de l'Europe en renforçant à la fois la base industrielle et technologique de défense européenne et le cadre de sécurité européen en restaurant notre compétitivité et en affirmant la préférence européenne. Le multilatéralisme est attaqué de plein fouet. Nos valeurs européennes et l'Union européenne en tant qu'entité sont attaquées de plein fouet. Nous devons réagir en assumant pleinement d'avoir recours à l'ensemble des instruments à notre disposition, notamment l'instrument anti-coercition, qui a une finalité d'abord dissuasive. Néanmoins, j'ai pu mesurer lors de la COSAC des présidents, début janvier, la très grande prudence des parlementaires de nombreux États membres. Le plus grand défi pour affirmer l'autonomie de l'Europe est bien celui de notre unité. C'est ce que j'ai dit devant le Conseil d'État lundi dernier, alors que j'étais auditionné dans le cadre d'une table ronde sur ce sujet de la souveraineté, en disant que j'avais constaté finalement,
pour un médecin, c'est pas forcément bien, en termes allégoriques, d'utiliser une maladie, mais la schizophrénie, je pense, est de rigueur, en l'occurrence, pour de nombreux États membres. Une volonté de dire aux États-Unis ce que vous faites n'est pas bien, et puis de l'autre côté, d'avoir une certaine retenue dans la mesure où ils sont très dépendants. Enfin, je me félicite que le Parlement européen ait décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord avec le Mercosur. Nous l'avions réclamé au Sénat. Je forme maintenant le vœu que cet accord ne soit pas mis en application provisoire. Pouvez-vous nous confirmer l'opposition du gouvernement français à une mise en application provisoire ? Les autorités européennes semblent pressées de tourner cette page et ont poussé les feux pour annoncer un accord avec l'Inde qui exclut, semble-t-il, les produits agricoles sensibles. Pouvez-vous nous confirmer que cet accord posera moins de difficultés que celui avec le Mercosur ? Monsieur le ministre, voilà quelques mots d'introduction. Je vous cède la parole. Mes collègues vous poseront ensuite des questions. Je vais un peu plus loin sur le Mercosur par rapport au recours. Monsieur le ministre, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à poser un recours, pour plusieurs raisons. Où on donne raison à la Commission et on doit se poser les bonnes questions sur les futurs accords, à savoir qu'il est inconcevable de recommencer le même micmac de 25 ans et finalement de choix controversés à la fin, à l'issue du recours, où on gagne devant la Commission, et c'est très bien, c'est jackpot. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que j'ai senti, de la part du gouvernement français, quand on a posé la proposition de résolution au Sénat, certains reculs, un certain retrait par rapport à cette capacité d'aller en tant qu'État membre, d'aller devant la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, c'est réparé puisque le Parlement va y aller, mais je crois qu'il ne fallait pas avoir peur du recours, parce qu'il nous permettra de nous reposer les bonnes questions. Monsieur le ministre, c'est à vous, comme d'habitude, un quart d'heure, 20 minutes, et puis après on laisse nos collègues à qui je demanderai de s'adresser à nous pour les séries de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Laissez-moi d'abord, puisque je pense qu'on a encore légalement le droit de le faire pendant quelques jours, vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et quand j'écoutais, Monsieur le Président, votre introduction, en parlant du Conseil européen de fin décembre, où effectivement des décisions majeures ont été prises, notamment pour la poursuite du financement à l'effort de guerre et au soutien macroéconomique à l'Ukraine, j'avais du mal à imaginer qu'il ne s'agissait que du mois dernier. Et en effet, depuis, alors on pourra revenir sur ce Conseil européen, mais autre année, autre siècle, puisqu'en effet, les choses se sont beaucoup accélérées ces dernières semaines et rappellent l'urgence d'accélérer à nouveau notre agenda d'indépendance de l'Union européenne. Dans les domaines que l'on connaît, bien sûr, dans les domaines de défense, de sécurité, j'étais aujourd'hui à Bruxelles, j'en reviens à la conférence européenne sur le spatial, autre domaine qui sera au cœur non seulement du déploiement de solutions dans les connectivités télécoms comme Hérisson Carré, mais qui devra être vraiment représenté dans le cadre financier pluriannuel avec comme ligne française toujours la préférence européenne pour la réduction de nos dépendances. Ça, c'est les secteurs auxquels on pense le plus souvent, mais vous avez raison, Monsieur le Président, de souligner d'autres secteurs qui posent des vraies questions en termes de dépendance, comme les systèmes de paiement, et souligner par exemple l'extraterritorialité des solutions américaines qui font aujourd'hui que la prédominance des acteurs américains comme Visa et Mastercard pose des vraies questions aujourd'hui d'indépendance dans des domaines économiques de la vie de tous les jours pour les Européens. Et ces questions se posent avec une acuité d'autant plus grande qu'on a vu la façon dont nos partenaires et alliés, a priori, comme les États-Unis, instrumentalisent aujourd'hui toutes les interdépendances et les relations comme un instrument de prédation et de pouvoir. On l'a vu, c'était d'ailleurs illustré dans le discours du Premier ministre canadien Mark Carney à Davos. Je me suis rendu avec le Président de la République et on reviendra bien sûr sur cette séquence qui, je crois, explique très bien la façon dont l'ordre libéral international tel qu'il était pensé hier, c'est-à-dire les interdépendances et la globalisation pour apaiser les relations et faire converger les démocraties libérales, sont devenus aujourd'hui des instruments de pouvoir et des leviers d'influence géopolitique. Il faut qu'on en tire, nous, les conclusions, et c'est bien sûr tout l'agenda qui est poussé par la France et le Président de la République depuis 2017
celui de la Sorbonne, la souveraineté européenne, l'agenda de Versailles sur les dépendances et les domaines stratégiques dans lesquels nous devons investir dans notre autonomie stratégique, qui doit accélérer. Alors, on l'avait dit, on reviendra sur les différents points, je parlais peut-être du Mercosur tout à l'heure, mais on sort d'une séquence, enfin je dis sort, avec beaucoup de vigilance et de prudence dans l'expression, puisque on a vu pour l'instant une forme de recul américain sur la question du Groenland. Le président de la République recevra demain la première ministre du Danemark et le premier ministre du Groenland pour évoquer non seulement bien sûr la relation bilatérale, mais la suite de cet épisode sur lequel nous avons tenu un discours extrêmement ferme et extrêmement cohérent. Cohérent car nous défendons la même ligne sur l'Ukraine que sur le Danemark, la remise en question de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, des frontières d'un État souverain et a fortiori d'un partenaire et allié européen est inacceptable. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons envoyé des troupes au Danemark à la demande de la première ministre danoise pour participer à une opération de patrouille de l'Arctique, que nous avons proposé d'ailleurs une mission de l'OTAN avec nos alliés pour renforcer aussi la sécurité de l'Arctique face aux éventuelles menaces chinoises, russes qui sont dénoncées par les Américains, mais que nous avons tenu de façon extrêmement claire à affirmer la fermeté et l'unité des Européens face aux menaces venant des États-Unis. Le président de la République l'a dit de façon très claire à plusieurs reprises, et notamment lors de son discours à Davos. Et puis je voudrais rappeler, et je pense qu'on en a vu l'impact, y compris d'ailleurs sur les marchés américains, les Européens, contrairement à ce qu'on entend un petit peu ici ou là ces derniers jours, en particulier hier, ne sont pas faibles et ont les moyens de se défendre. Nous avons développé des instruments ces dernières années, précisément pour pouvoir utiliser comme levier la force du marché intérieur européen, 450 millions d'individus, l'un des principaux partenaires commerciaux d'acteurs comme les États-Unis, pour pouvoir nous défendre avec notamment l'instrument anti-coercition qui n'existait pas, je le dis d'ailleurs, on l'oublie parfois, lors du premier mandat de Donald Trump, qui a été développé lors de la présidence française de l'Union européenne, adopté en 2023, à l'époque pour soutenir nos partenaires lituaniens face à la coercition économique chinoise, et qui dit quelque chose de très simple, qui est que lorsqu'une puissance extérieure utilise l'arme économique à des fins de pression politique, ce qui est évidemment le cas ici, puisqu'on avait des menaces tarifaires de la part des États-Unis sur la question du Groenland, eh bien nous avons une palette d'instruments à notre disposition pour pouvoir répondre, que ce soit la taxation des services numériques, le fait de fermer l'accès à des marchés publics, la saisie de licences de propriété intellectuelle, etc. Je rappelle la façon d'ailleurs dont fonctionne cet instrument anti-coercition. La Commission européenne doit d'abord constater un cas de coercition économique. Dans ce cas, il était avéré et évident. Soumet ensuite au Conseil l'activation de l'instrument anti-coercition à la majorité qualifiée, puis doit définir avec les États membres un paquet de mesures de représailles qui est ensuite adopté avec une majorité qualifiée d'opposition. Donc la deuxième barre est un peu plus basse à passer. Donc nous avons mis cet instrument sur la table, comme plusieurs de nos partenaires européens, qui montrent qu'une fois de plus, on ne se laissera pas faire et qu'on affirmera de façon très claire, on assumera un rapport de force pour pouvoir défendre nos intérêts et la souveraineté des États européens. Tout ça doit nous pousser, bien sûr, je le disais, à accélérer notre agenda à la fois de dérisking et de réduction de notre dépendance, et puis bien sûr d'approfondissement de notre compétitivité, de notre souveraineté européenne. Compétitivité, c'était le cœur du discours du président à Davos, approfondissement du marché intérieur, 28e régime de droit des affaires, union des marchés de capitaux, sur lesquels la Commission européenne doit revenir avec des mesures et des propositions dans les prochains mois sur l'autorité de supervision, sur la titrisation, sur le 28e régime aussi, qui permettra quand même à des entreprises de pouvoir, qui souhaitent se développer sur le marché européen, de pouvoir opter pour un statut de société européenne simplifié, pour réduire les coûts de transaction et notamment le régime d'incorporation, le régime de faillite, etc., au niveau européen, continuer à renforcer notre défense collective, ce que nous avons fait d'ailleurs au passage à travers le plan qui a été adopté, les 90 milliards de soutien à l'Ukraine en décembre lors du Conseil européen,
puisqu'il s'agira aussi là d'y inscrire la préférence européenne et de faire en sorte que ça renforce une fois encore plus l'intégration et la coopération entre l'industrie de défense ukrainienne et l'industrie de défense européenne. Parenthèse, quand le secrétaire général de l'OTAN hier affirme que les Européens ne sont pas en mesure de pouvoir se défendre seuls, je voudrais rappeler que depuis un an, aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine, elle vient de l'Europe, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique. Aujourd'hui, les 3/4 du renseignement militaire ukrainien sont fournis par la France. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, aujourd'hui, sont aux avant-gardes du soutien militaire et économique. Et on l'a vu encore une fois avec ce plan de 90 milliards. Donc là aussi, pas d'autoflagellation et ne nous imposons pas des doutes. Nous devons aller beaucoup plus loin dans cet agenda d'autonomie stratégique, mais ça ne sert à rien non plus de le mettre en doute de cette façon. Je crois que ça ne fait que servir les adversaires stratégiques de l'Europe et de l'Alliance atlantique. Je m'arrête là pour qu'on puisse parler un peu plus longuement. Je voudrais revenir peut-être sur le point sur le Mercosur. Vous l'avez vu, en effet, le Parlement européen ainsi que quelques États membres a décidé de saisir la Cour de justice, notamment au sujet de la scission de l'accord, donc de la nature de l'accord, déterminer s'il s'agissait d'une violation du mandat initial qui avait été donné à la Commission européenne à la fin des années 90, et sur la question du mécanisme de rééquilibrage, pour savoir notamment s'il remettrait en cause l'autonomie réglementaire de l'Union européenne. Ce sont des questions légitimes, et il est bienvenu que la Cour de justice puisse s'en saisir. Vous le savez, nous sommes battus, parce que je vais répondre directement à votre question, de savoir est-ce que la France aurait dû ou pas saisir. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement a saisi la Cour. Vous avez vu la réaction du gouvernement qui a salué ce vote des parlementaires. Notre priorité à nous, elle a été déjà de mobiliser nos partenaires pour pouvoir prendre le plus de mesures pour protéger nos agriculteurs dans le cadre de cet accord. Que ce soit la clause de sauvegarde qui a été adoptée, qui est la clause de sauvegarde la plus robuste jamais adoptée dans un accord commercial. Si les prix évoluent de 5% sur les filières les plus sensibles, de 5% sur une base de moyenne de 3 ans, à ce moment-là, la Commission, un État membre ou une filière professionnelle peut saisir la Commission pour qu'elle suspende, par exemple, les droits de douane préférentiels dans le cadre de l'accord pour la filière, le bœuf, la volaille, l'éthanol, etc. Un agenda de mesures miroirs qui doit encore être renforcé, mais qu'on commence à voir se mettre en place avec, nous comme objectif, le fait de réduire les limites maximales résiduelles de pesticides ou d'additifs alimentaires à zéro, c'est-à-dire au seuil de détection. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était hier à Bruxelles en même temps que moi, précisément aussi pour renforcer ce point auprès de ses homologues. Le renforcement des contrôles, qui ont déjà doublé, mais on doit aller plus loin, et à cet égard, Finalement, on a un tas de chiffres. Moi, le dernier que j'avais, c'était 1% des produits qui étaient contrôlés, donc multiplié par 2, enfin, augmenté de 50%, ça fait 1,5%. Donc, alors, non, c'est pas 50%, c'est déjà un doublement. Ah bon, mais ça fait, si non, mais je vais vous trouver les chiffres exacts. Après, ce que je constate, c'est que de toute façon, en règle générale, quand il y a ce type de contrôle dans des échanges commerciaux, c'est toujours des contrôles sur une base assez limitée et souvent assez aléatoire. Ouais. Non, mais produits. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut clarifier la chose, parce que dans le débat qui va continuer sur le Mercosur, et j'ai eu un débat avec un journaliste la semaine dernière qui me dit « Oui, vous rigolez, c'est 15% à la frontière ». Je dis quoi, 15%, c'est juste impossible. Même l'Union européenne n'a pas les moyens de faire 15% de contrôle sur les... Donc il nous faut, je pense, des chiffres clairs sur cette question des contrôles. Nous, notre objectif, il y a en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le nombre de contrôles. Il y a le fait de pouvoir aller contrôler directement dans les États exportateurs et pas uniquement quand les produits arrivent les ports d'Hambourg ou d'Anvers. Et puis, il y a aussi ce qu'on contrôle, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de définir les limites maximales résiduelles à zéro renforce aussi, en termes de qualité, ce qu'on contrôle, puisque ça veut dire qu'on est capable d'arrêter dès le seuil de détection. Donc, ce renforcement de contrôle, en nature aussi, il se renforce. Et puis, par ailleurs, vous le savez, on l'avait déjà évoqué à de nombreuses reprises ici, comme objectif, la reconstitution des enveloppes de la PAC avec 45 milliards d'euros de plus
qui viennent dans la sanctuarisation des enveloppes de la PAC au sein des plans de partenariat nationaux et régionaux qui nous donnent aujourd'hui la confiance et la marge pour pouvoir reconstituer 100% des enveloppes de la PAC actuelle, et l'exemption des engrais dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a aussi été annoncé par la Commission européenne. Oui, elle va tenir. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on met comme valeur la valeur à zéro de ces engrais. Et ça, c'est aussi un engagement qui est d'ailleurs soutenu par beaucoup d'États membres, comme la PAC d'ailleurs, qui, vous le savez, était vraiment un sujet qui était, sur lequel on était loin d'être minoritaire, puisqu'il y a encore d'ailleurs un courrier soutenu par 20 États membres qui est parti il y a quelques jours pour reconstituer aussi le caractère communautaire de la PAC et donc la sanctuariser aussi le règlement PAC par rapport au PPNR. Donc voilà les priorités vraiment qu'on a pu défendre et les gains concrets qu'on a obtenus. L'opposition de la France au Mercosur, il est connu, il est constante. On l'a réaffirmé à travers le vote au Coreper. Les parlementaires se sont exprimés. Le vote des parlementaires doit être respecté par la Commission européenne. C'est ce que demande bien sûr la France. Donc nous opposons à des formes de passage en force de la part de la Commission européenne. Mais de toute façon, ce que je constate, c'est que la Cour de justice va être appelée à se prononcer, et deuxièmement, que de toute façon, il y aura à un moment un vote de ratification par le Parlement européen, et force est de constater que la majorité au Parlement européen est loin d'être acquise. Là aussi, il faudra des garanties, je pense, de la part de la Commission européenne dans l'application de l'accord. L'accord commercial avec l'Inde est très différent. Il représente là une opportunité pour l'Union européenne comme pour la France. C'est un partenaire stratégique de la France. Les produits agricoles sensibles ne font pas partie de l'accord. On va voir beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes actuellement exportateurs. Je pense par exemple à l'aéronautique où les droits de douane vont être progressivement réduits, voire supprimés dans certains secteurs. Le mécanisme d'ajustement au carbone, l'accord de Paris font partie aussi de cet accord commercial. Donc il y a là toutes les raisons, même si nous resterons bien sûr vigilants dans les détails là aussi de l'application de l'accord, il y a quand même toutes les raisons d'avoir une perspective différente sur l'accord avec l'Inde et d'y voir là une opportunité en termes de diversification, notamment par exemple sur les questions de minerais ou encore d'aéronautique. Merci, Monsieur le Ministre. On va passer aux questions. Je reviendrai peut-être moi-même sur quelques points. Et on va commencer par Michael Weber. Michael Weber, et se prépare Marta Tsidrack. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci pour ces échanges. J'ai pris un tout petit peu, j'ai demandé à commencer parce que j'ai un autre engagement après. Donc, je m'excuse si je ne pourrais pas rester. J'avais deux questions. Le premier, c'est... vous savez qu'il y a des négociations actuellement de projets de coopération avec les États-Unis concernant l'échange de données biométriques et sensibles. Et comment cela s'articule-t-il avec la protection de la souveraineté numérique européenne et de quelle façon la Commission compte-t-elle prévenir les risques d'ingérence ou de pression sur des fonctionnaires européens qui pourraient découler de ce transfert de données? Je crois que c'est un sujet qui peut inquiéter, qui inquiète un certain nombre de pays en Europe aussi au regard des données qu'ils ont récoltées. Et le deuxième sujet, pour revenir sur la question du Mercosur, qui reste d'actualité, on a un peu le sentiment, c'est un peu la première chose, le constat que je fais, qu'il y a une forme de frilosité du gouvernement. On a bien vu que dans les débats qu'il y a eu au sein du Parlement européen, on est revenu, les collègues parlementaires sont revenus sur la méthode de la Commission. Et finalement, on se dit que, au regard de la colère qui s'exprime à nouveau dans les rues, face au risque de distorsion de concurrence et de baisse des normes sanitaires, je crois que ce bras de fer politique pour obtenir l'abandon définitif de ce traité doit être mené sincèrement, fermement, avec conviction. Ce n'est pas toujours l'impression que l'on a. Ou est-ce qu'on va considérer que finalement les intérêts industriels vont continuer à prévaloir sur notre souveraineté alimentaire? Ce n'est pas simplement la position du gouvernement, même si je pense qu'elle pourrait être un peu plus ferme sur le sujet, mais c'est aussi plus large au niveau des partenaires qu'on peut avoir, que j'interroge. Bon, on va faire une exception peut-être, Monsieur le Ministre, puisque Michael doit s'en aller à 17h, si vous voulez lui répondre. Et après, on reprendra par sur la question de l'échange des données biométriques, je veux juste me confirmer exactement là où on en est la négociation. Donc,
On regarde sur les informations, mais sinon je pourrais vous transmettre des informations plus précises vraiment sur là où on en est. Mais effectivement, on voit ça quand même avec beaucoup de vigilance. Et vous avez raison de souligner les risques de pression ou d'ingérence de la part des États-Unis. Sur la question du Mercosur, moi je suis, enfin pardon, mais quand même un petit peu surpris d'entendre parler de frilosité de la part du gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement en Europe qui s'est exprimé de façon si ferme, si constante, pour non seulement porter la voix de la souveraineté alimentaire et de la défense des intérêts agricoles européens, mais surtout obtenir des choses concrètes. Je veux dire, que ce soit la clause de sauvegarde, mais allez parler à nos partenaires européens, allez même en Italie, en Pologne, allez demander à la Commission européenne et au Parlement européen s'ils ont l'impression que la France a été frileuse dans son opposition au Mercosur. Moi, pardon, j'étais au CAG hier, j'ai entendu aucun collègue au Conseil Affaires Générales me dire « Ah, les Français, vous avez manqué de fermeté et de clarté sur la question du Mercosur. » C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Non, mais pardon. Je veux dire, moi, je veux le dire quand même assez clairement. Ils ne font pas non plus se couvrir de cendres. Bon, on le sait, c'est un sujet sur lequel il y a des intérêts et des avis divergents en Europe, qui sont assumés. Les Allemands, ils sont favorables, les Espagnols, ils sont favorables, à la fois parfois pour des raisons économiques, parfois pour des raisons même de liens géopolitiques, dans le cas de l'Espagne. On a d'autres partenaires qui ont été des alliés sur cette affaire qui sont opposés. Certains qui avaient des intérêts à faire valoir, comme l'Italie, qui sont battus avec nous sur la question, par exemple, de la reconstitution des enveloppes de la PAC ou de la clause de sauvegarde, mais qui ont aussi eu des acteurs industriels, économiques, qui se sont exprimés dans le débat italien en faveur de l'accord. Nous, on a toujours dit qu'on y était opposés. Les deux chambres se sont exprimées de façon quasiment unanime sur le sujet. Le gouvernement s'est fait la voix de sa représentation nationale sur ce sujet, mais sans jamais rester dans une logique de posture. Nous, on s'est aussi battus précisément pour constituer une coalition en Europe pour obtenir la clause de sauvegarde, pour obtenir la réciprocité sur les normes, pour le renforcement des contrôles, et d'ailleurs d'autres éléments qui tenaient à cœur à juste titre à nos agriculteurs, comme la visibilité sur les paiements directs de la PAC, ou encore l'exclusion ou l'exemption des engrais dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le gouvernement s'est aussi exprimé par la voix du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, de moi-même, de la porte-parole sur la question de la saisine de la Cour de justice et de l'application provisoire. Donc je crois que la ligne est extrêmement claire et on continuera à se battre comme on le fait. Et encore une fois, je rappelais l'engagement d'Annie Genevard qui était encore hier à Bruxelles sur ce sujet pour préserver la PAC, non seulement à travers ses montants, mais aussi à travers son caractère communautaire pour éviter les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. Et nous avons aussi veillé, puisqu'on parle du Mercosur, nous avons veillé à ce que dans d'autres accords commerciaux, dans d'autres domaines, et le président rappelait celui avec l'Inde, à ce que nos intérêts agricoles ne soient pas remis en question. Donc je crois au contraire que nous avons toujours été une grande fermeté, une grande constance sur la question du Mercosur. Oui, juste pour ajouter, Monsieur le Ministre, peut-être pas pour aller dans le sens de Michael Weber, mais sur quelquefois les problèmes de non-dit ou autres. Ici, dans le débat parlementaire au Sénat sur le Mercosur, on a bien senti que le ministre Nicolas Forissier, il n'était pas franchement contre le Mercosur. Enfin, voilà, on nous a peut-être pas envoyé le bon ministre au banc, mais en tout cas, je vous le dis sincèrement, sensibilité des groupes et tout groupe confondu, c'était de se dire, tous les ministres sont pas d'accord, quoi. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on a retenu ici, en tout cas, du débat sénatorial. Pour le reste, très bien. Et puis aussi pour le reste, ajouter quand même, chez mes collègues parlementaires nationaux des autres États membres, on ne sent pas finalement une unanimité si forte derrière leurs exécutifs par rapport au Mercosur. Alors il y avait une tendance, plutôt à la faveur du Mercosur, bien sûr, mais il n'y avait pas une vision si forte et si contact de leurs agriculteurs. Non, vous avez raison. Juste sur la question des données biométriques, on vous enverra par courrier une réponse beaucoup plus structurée que celle que je peux vous apporter là. Mais vous avez raison d'ailleurs sur les parlementaires. C'est le cas au Parlement européen. On peut regarder par exemple les délégations roumaines qui ont voté plutôt pour la saisine, alors que le gouvernement roumain s'était prononcé en faveur du Mercosur, même si ça a fait l'objet d'un débat aussi en Roumanie. Et on sait que ça a été un sujet
très controversée. Le gouvernement autrichien en fait était lié par une résolution de son Parlement d'opposition au Mercosur. Et à l'inverse, les Néerlandais, qui pendant longtemps ont eu une position plutôt agnostique, voire hostile, ont fait passer une résolution favorable au Mercosur en décembre, qui est passée à une voix dans le Parlement néerlandais. Donc on sait que c'est un sujet aussi, vous avez raison, qui fait l'objet de débats politiques et parlementaires chez nos partenaires, y compris ceux qui y sont favorables. Allez, on reprend nos séries de 3. Donc Marta Tsidrack et Catherine Morin-Desailly qui se préparent. Et puis Nadège Javet. Pardon, excusez-moi. Oui. Monsieur le ministre, je souhaitais vous interroger en fait sur la situation en Iran aujourd'hui, et notamment sur la position de l'Union européenne par rapport aux événements très graves qui ont eu lieu. Je sais qu'il y a quelques jours, je crois que c'est le 23 janvier, le Parlement européen a pris une résolution ferme, et ma question en réalité est très directe et très simple. Je voulais savoir précisément quelles sont les sanctions aujourd'hui envisagées, puisque il a été question de sanctions vis-à-vis de l'Iran. Je sais qu'il y a le sujet des missiles et des drones, mais cela est déjà dans le cadre en fait du soutien de l'Iran à la Russie dans le conflit avec l'Ukraine, dans la guerre contre l'Ukraine. Donc, est-ce qu'il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur s'agissant des sanctions vis-à-vis des mollahs et du régime des mollahs en Iran, au regard de ce qui se passe? Je pense que, comme nous, vous avez dû lire les derniers articles. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. C'est terrible ce que traversent aujourd'hui les Iraniens, les Iraniennes, qui payent un très lourd tribut à ce conflit-là. Or, on n'entend pas finalement tant que ça l'Union européenne sur ce terrible conflit. Et je souhaitais aussi, la question dans la question, connaître véritablement la position diplomatique de la France dans cette affaire-là. Je sais qu'il y a le sujet du nucléaire, mais pouvez-vous nous éclairer? Pouvez-vous nous donner des éléments qui, j'espère, iront dans le sens des sanctions? Je vous remercie. Catherine Morin-Desailly, puis Nadège Javet. Merci, Monsieur le Président. Donc, fidèle à mes sujets, mes obsessions, je vais parler à nouveau de notre autonomie stratégique en matière de numérique. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est nos dépendances qui sont devenues extrêmement dangereuses dans la nouvelle donne géopolitique. On parle de techflation, c'est-à-dire d'explosion des coûts des services, en fait, dont nous dépendons tous pendant le cloud. On dépend à quoi? 90% de nos données sont gérées par des entreprises extra-européennes, principalement américaines. Donc, que se passe-t-il? Quel est le plan de bataille face à ça? Sans parler d'un risque de découplage transatlantique de l'Internet, dont on entend aussi parler. Alors, je me satisfais d'avoir entendu enfin le président de la République à Berlin complètement viré à 180 degrés de discours, en parlant du fait que pour l'innovation et la compétitivité, il faut qu'on reprenne la main sur nos données, il faut assumer une préférence communautaire, il faut développer des champions, mais qu'avons-nous fait objectivement jusqu'à maintenant? Moi, je m'interroge quand je vois qu'on continue à confier nos données du ministère de l'Intérieur à Palantir. Pourquoi on n'a pas migré vers une solution souveraine qui était peu ou prou prête? En tout cas, des entreprises françaises, européennes travaillaient à ça. C'est quoi le fond du problème? Il faut nous dire la vérité, parce que si on veut avoir une stratégie de reprise en main, il faut bien qu'on s'entende sur les objectifs à atteindre, et le Parlement, il est prêt, je crois, à accompagner le gouvernement dans l'impulsion à donner à Bruxelles pour avancer définitivement sur ce sujet. Alors, il y a la question d'investissement massif qu'il faut consentir dans notre politique industrielle, de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle, conformément à ce que nous dit Draghi. Il faut aussi tenir la barre, mais ça, bon, je pense que aussi, avec tout le travail qu'a fait Thierry Breton, on la tient assez bien en matière d'imposer ce que la réglementation qui est corollaire soit bien appliquée. Maintenant, je m'inquiète quand même, et je voudrais avoir votre avis, Monsieur le Ministre, sur le paquet Omnibus, la directive Omnibus, sur lequel on va émettre certainement l'avis, cher Président. Est-ce que cette simplification normative, qui peut être louable en soi, mais est-ce qu'elle ne va pas porter atteinte à justement des fondamentaux comme le RGPD et comme l'application aussi du règlement sur l'IA qui a besoin d'être appliqué? Il faut de la régulation pour l'innovation, disait Thierry Breton.
ici même. Donc voilà, pouvez-vous nous rassurer là-dessus, en tout cas nous donner votre point de vue. Et puis, c'est quoi votre plan de bataille, Monsieur le Ministre, avec les autres pays européens? Alors, j'ai cru comprendre que l'Allemagne finalement bougeait en matière de souveraineté, reparler de solutions souveraines, d'un cloud européen. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites à quelques pays de manière transnationale pour investir ensemble massivement dans ce que on peut appeler l'infrastructure nation, puis la startup nation, mais l'infrastructure nation, pour enfin faire émerger ces champions? Est-ce qu'il y a des plans dans ce domaine-là? Parce que dans le plan Boussole numérique Horizon 2030, il n'y avait rien de tout ça, hein. On avait fait le rapport avec nos collègues, on avait pointé du doigt un déficit de stratégie dans ce domaine. Donc on attend beaucoup de vous, Monsieur le Ministre. Nadège Havet, puis on laissera Monsieur le Ministre répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais, dans un premier temps, en fait, vous interroger sur les mesures de coercition, mais vous y avez répondu pendant votre propos liminaire, donc je vous interrogerai par rapport aux réseaux sociaux. En mois de novembre, en fait, il y a eu un rapport qui a été voté à une large majorité qui interdisait au moins les réseaux sociaux à partir de 16 ans. Depuis, en fait, il y a une certaine évolution dans divers pays, notamment le nôtre, où une loi est en train d'être votée à l'Assemblée nationale et qui est plus contraignante que ce qui était mentionné dans ce rapport. Et il y a également une loi en Espagne qui est aussi en préparation. Donc je voulais revenir sur quand est-ce qu'une mesure plus contraignante au niveau de l'Union européenne sera mise en place, et ne serait-il pas le moment en fait de marquer un acte fort de souveraineté? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices. Sur la question de l'Iran, bon, déjà, tout d'abord, vous avez raison de souligner l'horreur absolue de la répression criminelle qu'on a vue en Iran contre les manifestants, dont le bilan humain ne cesse de s'alourdir, et qui a été dénoncé, bien sûr, par les autorités françaises et les autorités européenne. Il y a déjà un régime de sanctions assez robuste qui existe contre les entités iraniennes du régime, que ce soit lié au programme nucléaire, vous l'avez rappelé, que ce soit le soutien à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. À travers ce régime de sanctions sont déjà désignés, parce que je sais que le débat a lieu beaucoup en ce moment, des entités, des gardiens de la Révolution, à la fois des entités, des individus liés aux gardiens de la Révolution, que ce soit à travers les financements, l'accès au financement, le fait des interdictions de visa pour pouvoir se rendre en Europe, interdiction de compte en banque, excès, gel d'avoir, etc. Mais il n'y a pas de tabou sur le fait d'aller plus loin. Donc les États européens sont en effet en train de travailler sur des mesures qui pourraient aller plus loin. Donc ça fait partie des discussions. Il y aura dans les prochains jours un Conseil Affaires étrangères qui se penchera sur cette question pour viser à être le plus efficace possible, pour pouvoir continuer à mettre ce régime sous pression et marquer notre solidarité avec la population iranienne. Sur la question du numérique, vous avez raison. Et au fond, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, mais un ensemble de mesures qui passent à la fois par le fait de tirer profit de notre marché intérieur qui est encore aujourd'hui trop fragmenté. Je parlais tout à l'heure de l'Union de l'épargne et de l'investissement qui laisse toujours partir 300 milliards d'euros d'épargne européenne aux États-Unis tous les ans. C'est souligné par le rapport Draghi, alors que nos PME, nos start-up, nous avons des pépites dans les domaines que vous mentionnez, l'intelligence artificielle, le quantique, le spatial, autant de domaines qui sont absolument critiques pour notre souveraineté, mais où trop souvent, en tout cas lors du deuxième ou troisième round de financement, nos entrepreneurs ont du mal à trouver des fonds en Europe, ou doivent se tourner souvent, soit vendre, soit se tourner vers des entreprises américaines. Donc là, ayons un vrai marché intérieur dans lequel ils peuvent à la fois se développer à travers le 28e régime, mais aussi trouver les moyens et les mécanismes de financement. Ça passera aussi par de l'investissement public en soutien et qui peut faire le levier. C'est tout l'enjeu, par exemple, du prochain cadre financier pluriannuel et du fonds de compétitivité. Avec nous, on le défend maintenant dans tous les domaines européens, pas seulement pour le prochain CFP, mais dans tous les nouveaux instruments européens. La question de la préférence européenne, bien sûr, j'y revenais tout à l'heure, ce sera le cas lors du prochain CFP sur ces domaines. C'est le cas aussi dans la défense et la sécurité. Si on prend, ce n'était pas le cœur de votre question, mais le plan SAFE que nous avons déjà évoqué ici,
150 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par la Commission européenne en emprunt aux États membres pour coopérer ensemble pour des projets concrets pour réduire nos dépendances dans un certain nombre de domaines, cyber, drones, capacité de frappe en profondeur, mobilité militaire. Pour la première fois, nous avons inscrit la préférence européenne dans ces financements, alors, je le dis, qu'il s'agit en fait de financement par les États membres. C'est-à-dire que c'est certes un emprunt européen, un taux préférentiel, mais c'est l'argent qui va être déboursé par les États membres et qui fait l'objet de préférences européennes. Donc on voit ici, progressivement, même si le président l'a dit dans son introduction, parfois certains États membres sont plus ou moins vocaux que d'autres et plus ou moins timides que d'autres sur ce sujet, mais des lignes qui sont en train de bouger. Donc il y a un volet de soutien à l'innovation qui, je pense, est absolument fondamental. Vous avez raison, il y a un volet de régulation. Je crois que les deux vont avec. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas, nous, uniquement mettre des normes et des règles quand les autres accélèrent dans l'innovation. Mais effectivement, on doit mettre des régulations à la fois pour répondre à la fragmentation juridique du marché intérieur et instaurer un level playing field aussi bien au niveau européen qu'au niveau international, mais aussi, bien sûr, pour défendre notre état de droit. C'est tout l'objet du DSA, du DMA. La Commission européenne est en train de travailler sur un bouclier démocratique pour pouvoir renforcer, là aussi, la coordination des États membres dans la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères. Nous, on a toujours eu une ligne assez simple sur, par exemple, ce bouclier démocratique. C'est-à-dire qu'on a développé, sous l'impulsion du commissaire Breton, des outils comme le DSA et le DMA. Maintenant, il ne faut pas hésiter à les utiliser et ne pas avoir, là aussi, de timidité politique, peut-être, à en faire usage. Et à cet égard, je crois que les annonces qui ont été faites hier par la Commission européenne sur GROK vont dans le bon sens. Là, je crois qu'il faut être extrêmement ferme dans l'utilisation de ces outils. Sur les omnibus, tout est dans l'équilibre. Parce que, effectivement, il ne faudrait pas détricoter notre régulation et donner les moyens à des acteurs étrangers de pouvoir plus facilement pénétrer sur nos marchés ou contourner nos règles. Mais dans le même temps, force est de constater, par exemple, sur les AI Act, que j'étais la semaine dernière encore à Station F pour rencontrer des jeunes acteurs dans l'intelligence artificielle. Il y a quand même une demande de simplification et en particulier pour les PME et les startups, et de meilleure articulation entre les besoins des entreprises et le besoin de régulation pour pouvoir mettre en œuvre la régulation. Donc ça doit se faire. Je pense que vraiment tout est une question d'équilibre. Nous, on a été favorable au fait de repousser la mise en œuvre de l'AI Act pour pouvoir en simplifier l'application pour les entreprises, avec une exception tout de même qui est la question des deepfakes. C'est-à-dire que là, en revanche, on doit pouvoir avoir de la labellisation pour les contenus vidéo. On voit la multiplication aujourd'hui des fausses vidéos sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont générées par l'intelligence artificielle. Évidemment, nous sommes tous élus ici, on voit l'impact que ça peut avoir dans nos processus électoraux, dans la manipulation de nos espaces politiques et informationnels. Et donc là, il faudra être extrêmement vigilant, bien sûr, mais ça s'applique d'ailleurs pour les acteurs européens comme pour les acteurs étrangers. C'est toujours les mêmes règles. Et je pense que dans certains domaines, et ça doit faire partie, je pense, des priorités qu'on doit avoir cette année, travailler à travers des formes de coalition des volontaires à plusieurs États pour pouvoir accélérer dans le déploiement de solutions européennes. Il n'y a pas de solution miracle. Vous citez à juste titre parfois des secteurs publics européens, voire français, qui continuent à avoir recours à des acteurs étrangers. Souvent, c'est parce que face à une urgence, par exemple en termes de sécurité nationale, le meilleur acteur sur le marché est un acteur étranger. Mais donc, il y a là une contrainte qu'on peut comprendre, mais dont on ne peut pas se satisfaire. Vous avez raison. Et c'est pour ça que je crois qu'effectivement, il est essentiel là, mais votre scepticisme est légitime et justifié, mais encore une fois, avec une situation qui n'est pas optimale, face à une situation qui n'est pas optimale dans le temps présent, comment est-ce qu'on peut après travailler vraiment dans certains domaines. Le président évoquait tout à l'heure les systèmes de paiement, je trouve que c'est un très bon exemple. Dans certains domaines, dire, maintenant on a urgence, comment est-ce qu'on met en place un projet Manhattan pour les prochaines années dans quelques domaines capacitaires pour accélérer. C'est ce qu'on fait en fait dans la défense aujourd'hui. C'est ce qu'on fait dans les cyber, dans le drone à travers SAFE. Maintenant, pourquoi ne pas déployer ça, mais à travers d'autres domaines capacitaires sur le numérique et la technologie. Je crois que ça fait partie peut-être des sujets qui seront accélérés, à mon avis, dans les prochains mois en conséquence à ce qu'on a vu au Groenland. Sur la question des réseaux sociaux, j'ai évoqué le DSA et le bouclier démocratique. Et
au-delà effectivement de la question simplement de la désinformation, de la protection de nos espaces démocratiques, il y a aussi celui de la santé mentale des plus jeunes. L'Assemblée nationale a fait passer une loi en ce sens. Je m'en félicite. Je pense que c'est une avancée importante de protection de nos enfants. On sait que c'est un débat sur lequel la France est assez pilote, mais qui est aussi en train d'accélérer chez beaucoup de nos voisins, et qui dépasse d'ailleurs à cet égard beaucoup des lignes de fracture un peu idéologiques ou géopolitiques qu'on voit, parce que c'est un vrai sujet de société. On l'a vu porter aussi en Australie, je crois aussi au Canada d'ailleurs. La Commission européenne, nous avions saisi la Commission européenne pour demander, pour s'assurer que ce type de législation est en conformité avec le DSA. C'est le cas. La façon dont ça fonctionne, parce que je vois que le sujet remonte un petit peu ces derniers jours, c'est que les pays, les États membres peuvent prendre des dispositions législatives pour fermer l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans ou de 15 ans. La mise en conformité des plateformes est après assurée par la Commission européenne, donc les instruments exécutifs sont ceux de la Commission européenne, mais nous pouvons prendre effectivement des dispositions nationales, et ça a été un sujet porté bien sûr par le président de la République. La décision qu'on a prise, d'ailleurs je dirais de façon tactique, c'est effectivement d'avancer au niveau national avec plusieurs États membres qui souhaitaient avoir le même type de législation. L'objectif, bien sûr, c'est d'européaniser le dispositif. On sera beaucoup plus fort si on est capable de le faire en européen, mais d'une certaine façon, je trouve qu'avancer de cette façon en coalition des volontaires, je reprends cette expression qu'on utilise souvent pour l'Ukraine, mais qu'on peut là utiliser sur ce sujet, je pense que c'est une façon aussi efficace de faire émerger le débat. Oui, je me permets de porter à votre connaissance, Monsieur le Ministre, parce que vous semblez l'ignorer totalement. En tout cas, le gouvernement semble ignorer aussi, ainsi que le président de la République. Il y a tout de même un texte qui a été voté au Sénat sur les réseaux sociaux, les enfants, les écrans, et un texte compatible d'ailleurs avec le droit européen qui s'est positionné sur cette majorité numérique. Donc on cite l'Assemblée nationale, mais ce serait courtois de citer aussi le Sénat qui a voté sa loi à l'unanimité le 18 décembre. Allez, deuxième série, Karine Daniels y va, et puis se prépare Vincent Louot et ensuite Mathilde Olivier. Bien, merci Monsieur le Ministre. Moi, je voulais peut-être insister sur l'initiative qui a été prise par le président Trump du Conseil pour la paix, dont la charte a été signée à Davos ce 22 janvier, qui est une organisation internationale qui a clairement pour objectif de concurrencer l'ONU et son Conseil de sécurité. Chaque État membre qui souhaite y participer devant verser $1 milliard pour participer à cette organisation. Dans la liste des membres, il y a des pays européens. Donc, évidemment, ça nous interroge sur la position que peut avoir l'Union européenne face à cette initiative et quelle est la position du gouvernement français face à cette initiative et à quel niveau le gouvernement entend agir, à la fois au niveau européen et à la fois en termes de renforcement de sa présence dans les organisations internationales existantes pour rappeler quels sont les cadres qui existent déjà et puis renforcer leur opérationnalité. Merci, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Vous m'avez fait un peu bondir en citant la ministre de l'Agriculture tout à l'heure et en parlant des MACF. Il faut qu'on soit un peu clair entre nous. Faire une assertion et des assertions sur le fait qu'on va tolérer que les LMR à zéro, ça n'existe pas dans le monde du commerce européen. C'est-à-dire qu'on a un règlement qui codifie les LMR pour tout produit rentrant et les systèmes d'agrément, parce que oui, on fait peu de contrôle, mais il y a un système d'agrément sur les importations, code parfaitement tout ça, et on a des LMR par produit qui sont même, pour certains, interdits depuis 10 ans en Europe. C'est pour ça qu'on met des limites maximum de résidus. Et par exemple, tous les agriculteurs le savent, au moment où on a une volonté de nous protéger par rapport à ces LMR, on les a augmentés, par exemple pour la moutarde, sur l'acétamépride, qui a créé un gros débat dans la loi du plomb et par rapport au fait que la France est le seul pays à appliquer cette surtransposition. Pour le miel, on a multiplié par 20 la dose de LMR.
Et ça, ce sera valable pour les produits qui rentreront du Brésil, parce que c'est les règles de commerce européennes et mondiales. Donc moi, je veux bien qu'on décrète les choses, mais soit vous me le prouvez, soit on me le prouve et on le prouve aux agriculteurs, mais je pense qu'à un moment, tous les agriculteurs le savent. Ça, c'est le premier point. Sur MACF, c'est un peu la même chose. On fait des grandes annonces. On dit que MACF, on va revenir dessus. Il faut qu'encore ça soit voté. Apparemment, le vote est prévu pour mars. On nous promet une rétroactivité des montants encaissés de taxes. Seulement, dans la vraie vie du commerce aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu un reflux du prix des engrais azotés depuis le début de l'année pour les agriculteurs. Et ça pose un problème énorme parce qu'il reste encore 20 à 30% des engrais pour l'année à acheter pour les cultures de printemps. Et donc, sèchement, attendre mars, avril, mai pour avoir la réalité sur les cours de l'engrais pour que la méthode se mette en application. Moi, je reçois des mails de tout le monde, de tous les professionnels qui me disent aujourd'hui, ce n'est pas opérant. Donc là-dessus, je voudrais un peu de précision parce que, à force, on se perd un peu par rapport aux réponses qu'on doit apporter à nos agriculteurs. Merci, Monsieur le Ministre. Je souhaitais moi aussi revenir sur la situation en Iran et faire suite à votre réponse et puis à la question de Martha de Cidrac. En effet, la situation reste vraiment catastrophique. On parle de dizaines de milliers de morts, d'exécutions, de tortures. Et j'avoue que votre réponse me déçoit un peu et l'action du gouvernement me déçoit dans un contexte où les massacres de masse ont eu lieu les 8 et 9 janvier. On a eu connaissance de ces massacres. Les premières images sont sorties le 11-12 janvier. On est aujourd'hui le 27 janvier. Et quelles actions concrètes du gouvernement français, quelles actions concrètes de l'Union européenne? Eh bien, en fait, celles-ci restent quand même peu. Alors, très bien qu'il y ait un Conseil des affaires étrangères dans quelques jours, mais en attendant, où en est l'inscription des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne? La France est citée dans certains papiers comme l'un des pays, avec l'Espagne et l'Italie, qui bloquent cette décision. Alors, quelle garantie apportez-vous sur l'action concrète du gouvernement français sur cette question? Le Parlement européen, pour sa part, porte cette demande depuis 2023. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour cette inscription? Vous parliez des sanctions, c'est l'un des moyens, l'un des leviers que nous avons aujourd'hui pour accentuer les sanctions et ne plus les mettre seulement sur les personnalités ou les organisations, mais de manière globale sur ce corps des gardiens de la Révolution. Et puis nous sommes aussi nombreux à demander en France le renvoi des diplomates du régime iranien. J'ai bien compris que pour l'instant vous bottiez en touche sur ce point, mais quelles actions coordonnées engagez-vous à l'échelle européenne pour restreindre l'action du régime qui tente à la fois des actions de déstabilisation en Europe et d'intimidation de leurs ressortissants sur le sol européen? Et puis pour conclure, dans un récent article, vous parliez de la Moldavie, de la Géorgie qui se tournent vers l'Europe. On pourrait parler de l'Arménie aussi. Et l'exemple iranien, il aurait pu aussi être un symbole d'une Europe qui se bat pour les droits humains et la démocratie. Mais il est triste de constater que l'espoir des Iraniens, il s'est plutôt tourné vers les États-Unis et Israël, face aussi au manque de réaction européenne et d'espoir dans une véritable réponse européenne, alors que même que ce sont les États-Unis qui ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quelle stratégie européenne désormais sur l'Iran? Force est de constater qu'aujourd'hui, la stratégie de négociation avec le régime iranien portée par la France et l'Europe ces dernières années a échoué. Donc, quelle nouvelle doctrine sur l'Iran pour l'Europe et la France? Quelle doctrine souhaitez-vous porter désormais? Merci beaucoup. Sur la question du Conseil de paix, du Conseil d'administration de la paix, le Board of Peace, vous avez vu, la France a été un des tout premiers pays, le premier pays européen, a affirmé que nous ne participerions pas au Conseil pour la paix du président Trump. Vous avez raison de lire 2 pays membres de l'Union européenne, seuls la Hongrie et la Bulgarie ont fait part de leur volonté d'y participer, et nous ne voyons pas l'intérêt ou l'utilité de construire une structure qui viserait à être parallèle ou concurrente des Nations Unies ou du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à cet égard, je vais aller plus loin, ce n'est pas dans l'esprit de la résolution des Nations Unies qui avait été votée
à la suite du cessez-le-feu à Gaza, qui visait à construire un mécanisme pour travailler sur la transition à Gaza vers une autorité civile et le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza pour mener à la construction d'un État palestinien pérenne aux côtés d'Israël, qui est l'objectif de la France. Nous continuons à soutenir l'idée d'avoir un conseil qui serait lié à Gaza, mais en revanche un conseil de la paix comme une sorte de nouvelle structure multilatérale parallèle, nous n'y sommes pas favorables, et je constate que l'immense majorité des États européens ont fait le choix de ne pas participer et de dénoncer la création de cette structure. Bon. Donc, dont acte. Quant à notre position plus générale sur les organisations internationales, vous savez que la France, et ça a été encore affirmé par le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères ces dernières semaines, défend le droit international, défend le multilatéralisme. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de porter aussi un regard exigeant et réformateur sur les organisations internationales et à appeler à la construction d'un multilatéralisme efficace, c'est-à-dire qui met autour de la table tous les différents acteurs des organisations internationales, aux ONG, aux entreprises, aux acteurs de la société civile, dans tous les sommets, par exemple, qu'on a pu organiser, du sommet IA en passant par le sommet pour l'océan à Nice l'été dernier, mais bien sûr dans le cadre des organisations internationales existantes. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on porte de façon très claire sur ce Conseil pour la paix. Sur la question des limites maximales de résidus, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est que vous avez des tolérances de seuil pour des produits qui sont aujourd'hui interdits sur le marché européen, pour nos producteurs, pour nos agriculteurs, mais qui ne sont pas considérés comme étant dangereux pour la santé ou pour l'environnement. Et donc vous avez les LMR, limites maximales de résidus, qui sont tolérés dans des produits importés. Ce que nous avons demandé et que nous commençons à obtenir, c'est l'abaissement pour les substances principales, notamment liées à l'accord avec le Mercosur, l'abaissement à 0 du seuil de la limite acceptée, c'est-à-dire au seuil de détection. Bon. Nous l'avons obtenu pour 3 substances, qui sont 3 substances majeures. Donc là, je dirais ce qu'on appelle en stock, c'est-à-dire les substances qui sont déjà interdites en Europe. Nous avons demandé à élargir, d'où les mesures d'ailleurs qui ont été prises au niveau national par le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture, d'élargir à 5 substances ces substances, et la Commission européenne doit nous faire des propositions en ce sens, et après aller plus loin, et ça fait l'objet en ce moment d'une étude de la part de la Commission européenne, portée par le commissaire Varhelyi, qui est plutôt convergent et en soutien sur ce sujet, je tiens à le dire, le commissaire à la santé et au bien-être animal, pour traiter toutes les substances en flux. C'est-à-dire que l'idée très simple, d'avoir une réciprocité automatique, dès qu'on interdit une substance sur le marché européen pour les producteurs européens, elle devient automatiquement totalement interdite à l'importation. C'est aujourd'hui pas le cas, mais les substances principales dans le cadre du Mercosur ne rentreront pas en Europe. Les substances, alors je n'ai plus le nom des substances en question parce que là on est sur des termes un peu techniques si vous me permettez, mais je pourrais aussi vous les envoyer, effectivement. Mais on a 3 substances, ça va passer à 5, et l'objectif c'est après effectivement de les traiter en flux. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une approche uniquement sanitaire et environnementale et de dire qu'au-delà d'un certain seuil, ce n'est pas dangereux pour la santé et l'environnement. Mais ça représente quand même évidemment de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Et ça, c'est la voie qu'a portée la France. Et là aussi, les lignes sont en train de bouger en ce moment au niveau européen, aussi bien de la part de la Commission que du Conseil européen. Vous avez de plus en plus de voix qui s'élèvent sur ce sujet, mais en tout cas, il y a bien des mesures d'abaissement des LMR à 0 obtenues par la France avec nos partenaires dans le cadre du Mercosur et qui ont vocation à s'élargir. Sur la question du MSF, en effet, ça doit faire l'objet d'un vote, vous avez raison. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons demandé à ce que cette mesure soit rétroactive et donc qu'elle puisse s'appliquer à travers des compensations à partir du 1er janvier. Il n'y a plus de raison aujourd'hui pour les opérateurs d'appliquer des prix plus élevés. C'est la proposition aujourd'hui qui sera votée, la proposition de la part de la Commission, c'est de réviser le MSF, qui est conservé, bien sûr. Nous soutenons d'ailleurs la taxe carbone aux frontières. C'est aussi là une façon de rééquilibrer face à la concurrence déloyale et aux importations qui sont plus carbonées de nos partenaires. Mais nous en avons exempté les engrais. Ce sera effectif dans le droit européen à partir du mois de mars. Mais ça aussi, c'est une avancée concrète qui a été obtenue par la France. Et on peut le souligner et s'en réjouir. Sur la question du
de l'Iran. Bon, tout d'abord, vraiment, encore une fois, pour souligner ce que vous dites, les massacres de masse qui ont été commis par ce régime contre sa population. Et je voudrais dire que la France n'a pas attendu, d'ailleurs, cette dernière séquence atroce pour dénoncer le régime et pour apporter son soutien aux manifestants. Rappelez-vous le mouvement Femmes, Vie, Liberté, et les dirigeants, d'ailleurs, les représentants de la société civile, de l'opposition, qui avaient été reçus par le président de la République, par la diplomatie française et appuyés. Je le disais, encore une fois, il n'y a pas de tabou et de ligne rouge dans les mesures qui peuvent être envisagées pour être le plus efficace possible, pour accentuer la pression sur le régime après ces massacres. Il y a déjà aujourd'hui, sur la question des gardiens de la Révolution, qui est un débat parfaitement légitime et important à avoir, mais sur lequel il faut vraiment aller dans le détail, il y a déjà en fait beaucoup d'entités, beaucoup d'individus des gardiens de la Révolution qui sont de fait aujourd'hui couverts par différents régimes de sanctions qui sont plutôt des sanctions sur le plan nucléaire ou des sanctions liées à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine dans les différents régimes. Mais ça fait partie des discussions aujourd'hui entre les États membres et sur lesquelles nous pouvons avancer. Bien sûr, il y a aussi des sensibilités. Vous savez que nous avons des ressortissants aujourd'hui toujours qui sont sur le sol iranien. Donc c'est des sujets dont on parle publiquement avec... pardon ? Ah, excusez-moi. On a des... donc c'est des sujets dont on parle publiquement avec beaucoup de vigilance, mais qui ne nous empêchent pas d'agir et de travailler pour avoir l'approche la plus efficace possible avec nos partenaires européens pour pouvoir tout simplement défendre les principes que l'on défend partout et de façon cohérente à travers le monde. Merci, Monsieur le Ministre. Sophie Briand-Guillemont. Puis se prépare Louis-Jean de Nicolaï. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voulais revenir sur le sujet qui a déjà été abordé du Conseil de la paix. Puisque vous avez réaffirmé la position de la France, qui est effectivement ferme et je pense assez claire. Mais au-delà de la position française, j'aurais voulu avoir votre analyse sur le risque de fragmentation des pays européens face à ce type d'initiative et de manière générale le risque de cohérence ou plutôt d'incohérence de la politique étrangère face à ce que peut être la relation bilatérale des États membres avec les États-Unis. Et ensuite, pour revenir sur le sujet qui a été abordé aussi de Gaza, puisque vous l'avez rappelé que le Conseil de la paix a initialement été présenté comme un outil qui était destiné à traiter la situation à Gaza. Là encore, est-ce que vous estimez que c'est une initiative qui est susceptible de complexifier encore davantage l'action diplomatique de la France et de l'Union européenne sur le dossier israélo-palestinien, alors même que l'Union européenne a déjà eu du mal à trouver une voie unique et même crédible sur cette crise? Je vous remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais passer à la diplomatie territoriale maintenant. Nous allons, avec le Président, rencontrer le commissaire européen, un vice-président chargé de cette politique de cohésion des territoires. C'est 81 milliards d'euros qui sont prévus pour la France pour le nouveau plan, mais on est un petit peu inquiet parce que dans cette politique de cohésion des territoires, maintenant appartient à la PAC, appartient à la pêche, appartient les bases de développement industriel pour l'armée, appartient les transports aussi, possibilités de transport militaire, et que par conséquent, il ne faudrait pas que les territoires français, notamment les régions, mais aussi le FEADER pour les communes rurales, soient la part d'ajustement des politiques de cohésion des territoires. Donc on compte vraiment sur vous pour faire en sorte bien que cette politique, qui était une politique vraiment d'aménagement du territoire utile, alors quelquefois avec des accords avec les régions ou des désaccords avec les régions de complexité aussi, mais que cette politique soit vraiment maintenue pour permettre aux territoires de se développer ou de maintenir leur développement. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À mon tour, je voulais intervenir sur l'Iran pour vous dire quand même que vous m'avez moyennement convaincu. J'ai parfois eu le sentiment que les Européens tournaient la tête par rapport à ce qui se passait et que la réactivité était relative et que même on pouvait dire qu'il y avait beaucoup de protestations et peu d'actes. Alors évidemment, il va y avoir un conseil sur cette question.
Mais pouvez-vous nous préciser quelle sera la position de la France sur la question du gel des avoirs, ou très concrètement, ou sur la question de l'inscription des gardiens iraniens sur la liste des organisations terroristes? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aimerais également aller dans le sens de mon collègue Louis-Jean Nicolaï. Vous nous avez rassuré sur la PAC, mais en effet, sur la politique de cohésion, on conserve quand même quelques inquiétudes quant au montant, quant au rôle des régions, et également au maintien des fonds pour les RUP, c'est absolument essentiel. Autre sujet que je souhaitais aborder, on évoque souvent la souveraineté économique qui passe par notre souveraineté monétaire et financière. Donc le rapport, l'État évoquait l'union de l'épargne et de l'investissement. Donc où en sommes-nous sur son développement, quel calendrier? Et je voulais également revenir sur la question de l'euro numérique parce que c'est essentiel. On voit très bien que l'on dépend aujourd'hui essentiellement de solutions américaines. Donc il est vraiment urgent d'avancer sur ce sujet, que ce soit sur l'euro numérique de gros tout d'abord, mais également sur l'euro numérique de détail. Et je sais qu'il y a une forme de réticence, pour ne pas en dire plus, des banques et notamment des banques françaises, mais je crois qu'il ne faudrait pas que ça nous empêche d'avoir une réelle souveraineté sur ce sujet. On voit bien aujourd'hui toute l'acuité, toute l'importance de bénéficier de cette souveraineté. Donc quel est là encore le calendrier et la position de la France sur ce sujet? Je vous remercie. Merci. Attendez, excusez-moi, je reprends mes notes. Sur la question du Conseil de la paix et plus généralement de l'unité des Européens dans la relation transatlantique, bon, je crois que si on met à part la Hongrie et la Bulgarie dans cet épisode, on a montré un front uni sur la question du Conseil de la paix. Et tous les principaux États européens, de la France à l'Allemagne, en passant par la Pologne, l'Italie ou l'Espagne, et d'autres, et d'ailleurs aussi le Royaume-Uni au passage, ont affirmé une position très claire sur la question du Conseil de la paix. En revanche, effectivement, se pose de façon plus générale la question de la relation transatlantique et des positions des uns et des autres, parce qu'on le sait bien, il y a des pays qui, pour des raisons historiques, géographiques, stratégiques, ont souvent plus mis la relation transatlantique au cœur de leur pensée stratégique que nous. Nous avons déjà, depuis le général de Gaulle, d'une certaine façon, construit notre pensée stratégique avec l'indépendance, l'autonomie au cœur de nos visions, ce qui ne nous empêchait pas d'être un membre actif de l'Alliance, bien sûr, mais toujours attaché à garder notre liberté opérationnelle, notre capacité expéditionnaire et une certaine pensée autonome, au-delà simplement d'ailleurs des moyens. Je crois que les lignes sont vraiment en train de bouger très rapidement en Europe. Déjà, parenthèse, mais on le voit au sein des opinions publiques. Un sondage qui a été commandé ou publié en tout cas par le Grand Continent ce week-end, montre un réalignement très rapide et très convergent des opinions publiques européennes, quelles que soient les géographies des États, vers une demande de souveraineté et d'indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et l'épisode du Groenland, je pense, sera un tournant. Alors évidemment, vous pourrez me répondre, les tournants, on en a déjà vu, des wake-up calls, on en a déjà eu avant. Maintenant, à nous de tirer le fil et de le concrétiser à travers des politiques. Et je crois au fond que vous entendrez peut-être toujours certains pays qui seront plus vocaux que d'autres. Mais sur la question de l'activation de l'instrument anti-coercition, j'ai vu dans la presse faire état de beaucoup de divisions européennes, mais en réalité, je crois qu'on a plutôt montré un front assez uni dans notre volonté d'être capable d'utiliser nos instruments. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des échanges qu'on a eus par exemple lors des co-repères sur le sujet, où peut-être il est vrai que vous avez certains États comme la France, qui sont de façon plus assumée, plus explicite, prêts à mettre ces instruments sur la table, mais les autres qui ne s'y opposent pas. Et je crois à cet égard, pour répondre à votre question, tout est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut regarder les choses de façon statique en disant certains pays ont historiquement des positions plus ou moins atlantistes,
Mais je crois là que face à une situation qui est mouvante et qui s'accélère, nous avons un rôle de capacité d'entraînement et de leadership à jouer. Et c'est précisément la voix qu'a portée le président sur la question du Groenland et qu'on porte au fond depuis déjà 8 ans sur la question de la souveraineté européenne. Mais quand on en parlait en 2017, dans d'autres fonctions, je faisais le tour déjà des Européens pour aller parler d'autonomie stratégique, souveraineté. C'était des termes tabous et extrêmement controversés chez certains de nos alliés. On voit que le logiciel intellectuel et le vocabulaire a évolué au fur et à mesure des années. Et maintenant, les solutions qu'on est prêt à y apporter sont aussi progressivement en train de faire l'objet de convergence ou de consensus. Donc, je crois qu'on est en train de voir émerger là une capacité de réaction européenne qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Maintenant, à nous, encore une fois, de la concrétiser sur tous les domaines dont on a parlé, défense, numérique, union des marchés de capitaux, etc. Mais je pense que c'est vraiment le rôle même historique que peut jouer la France sur ce sujet. Sur la question précisément d'ailleurs de l'union des marchés de capitaux qui a été mentionnée, la Commission européenne doit faire des propositions très concrètes opérationnelles dans les prochains mois sur quelques domaines, la titrisation, l'autorité de supervision unique, où là, bon, ça fait partie de ces serpents de mer européens, typiquement comme ceux dont on parle. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on voit maintenant un sentiment d'urgence, je pense, politique qui s'est accéléré. Rapport Draghi, pression extérieure, nécessité d'investir dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, dans le numérique. Et puis fondamentalement, par exemple sur l'autorité de supervision, on sait que les contours sont déjà assez bien définis à travers beaucoup de rapports parlementaires, de rapports de think tank, c'est-à-dire quelque chose en fait d'assez comparable à ce qu'on a pour les autorités de la concurrence ou la Banque centrale, où en fait on a une autorité de supervision européenne quand on dépasse un certain seuil de risque systémique, et en dessous on gardera des autorités nationales qui pourront continuer à couvrir la majorité des opérations. Bon, donc voilà un petit peu la façon dont ça doit se structurer. Une autre idée à laquelle je tiens beaucoup et qui va là aussi être poussée par le commissaire McGrath, c'est celle je le mentionnais, du 28e régime de droit des affaires. Quand on parle aujourd'hui à des entreprises ou à des start-up européennes, trop souvent, ils vous disent moi j'ai réussi à me développer dans mon marché national, j'ai des investisseurs, j'ai des banques, mais quand je veux aller, j'ai des clients, mais quand je veux me développer en Espagne, en Allemagne, en Pologne ou en Suède, autre cadre de régulation, autre cadre de droit des affaires, autre cadre bancaire, et donc en réalité, un marché qui a beau s'appeler marché unique est encore extrêmement fragmenté, s'impose des barrières douanières à lui-même quand on compare à l'effort moindre que doit faire un entrepreneur américain s'il veut passer de New York à la Floride ou à la Californie. Vous n'aurez certes pas la même fiscalité, mais enfin globalement, vous aurez quand même une friction bien inférieure si vous voulez passer d'un État américain à un autre, et le 28e régime vise précisément à pouvoir répondre à cela. Sur la question de la politique de cohésion, vous avez raison, vous le savez, le plan initial de la Commission européenne, en vertu de la flexibilité et de la modernisation du budget, qui a quand même quelques avantages aussi, parce que ça peut rendre le budget plus réactif à des crises et ne pas avoir en permanence à devoir se tourner vers des instruments extra-budgétaires. Le budget, au sein du premier pilier, ce qu'on appelle les plans de partenariat nationaux et régionaux, vise à fondre d'une certaine façon l'agriculture, la cohésion et d'autres fonds comme mobilité militaire ou encore les fonds liés à l'immigration, à la pêche bien sûr, mais l'immigration, c'est-à-dire GIA, justice, affaires intérieures. Bon. Nous, notre premier objectif d'abord, ça a été de reconstituer les enveloppes de la PAC et en particulier les paiements directs. À la fois pour retrouver les montants sur les revenus, mais aussi pour garder le caractère communautaire de la PAC, quand même historiquement la première politique intégrée au niveau européen. On veillera aussi effectivement à ce que les montants pour la cohésion s'y retrouvent. Je voudrais souligner quelques initiatives à cet égard. La première que j'ai lancée hier au Conseil Affaires Générales avec mes homologues portugais et espagnols, c'est une coalition sur les régions ultrapériphériques. Parce qu'il y a une spécificité des régions ultrapériphériques, vous le mentionniez, qui doit se retrouver à la fois dans le cadre financier pluriannuel, puisque là aussi le POSEI, par exemple, a disparu du nouveau cadre financier pluriannuel, donc il doit pouvoir être reconstitué. Mais de la même façon aussi, les règles, par exemple pour les aides d'État, doivent être simplifiées pour s'adapter aux spécificités des régions ultrapériphériques, qui sont un atout stratégique
pour l'Union européenne. C'est ce que nous avons demandé à travers la rédaction d'un omnibus de simplification pour les régions ultrapériphériques. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec le commissaire Fito. Et le fait de créer cette coalition avec les Espagnols et les Portugais, qui sont les deux autres États membres qui sont assez concernés par ce sujet, nous permet là de nous coordonner sur des positions communes et de pouvoir peser ensemble. C'est quand même toujours la manière la plus efficace d'agir au niveau européen, de peser ensemble dans ces différents textes. Deuxième initiative dont je vous avais parlé brièvement la dernière fois, c'est l'organisation, et j'espère le structurer de façon pérenne, l'organisation d'un rendez-vous sur l'Europe et les collectivités territoriales qui sera organisé par le ministère des Affaires étrangères avec les élus locaux et avec tous celles et ceux qui font vivre l'Europe à travers les territoires pour parler notamment à la fois de la simplification de l'accès aux fonds et de la future politique de cohésion dans le cadre financier pluriannuel, dont on tiendra le premier, je pense, après au printemps. On va laisser passer les élections municipales pour pas que ça se percute, mais on le tiendra, je pense, au printemps, après, assez rapidement, vers le mois d'avril ou de mai. Et j'aimerais qu'on fasse une journée un peu structurée de travail pour échanger sur ce sujet, 1 ou 2 reprises par an, à mon avis. Je pense que ce serait une bonne façon de travailler là-dessus. Et sur la question sur l'Iran, bon, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. Il y aura des nouvelles désignations, en effet, qui auront lieu jeudi lors du Conseil Affaires étrangères. Encore une fois, la plupart des entités, des membres ou des responsables des gardiens de la Révolution sont déjà sur les principales listes de désignation de sanctions. Donc ça entraîne des gels d'avoirs ou des interdictions de visa, par exemple. Mais effectivement, il y aura, je pense, des nouvelles mesures qui seront prises et que la France soutiendra pour élargir les désignations en responsables des massacres qu'on a pu voir en Iran ces derniers jours. Et j'aurais juste peut-être un mot quand même sur l'Iran. Tout de même, vraiment, moi j'entends parfaitement tout ce qui a été dit, mais en revanche, appeler peut-être à une certaine vigilance sur les déclarations et postures d'autres pays, parce qu'on a vu beaucoup de déclarations venant des États-Unis qui, pour l'instant, ne sont pas traduites de façon concrète. Donc là aussi, mais effectivement, en tout cas, il y a un Conseil Affaires étrangères précisément jeudi sur ce sujet et qui renforcera les désignations. Et on ira, je pense qu'on aura vocation à aller encore plus loin par la suite, bien sûr. Tout le monde est satisfait? Bon. Très bien, merci Monsieur le Ministre. C'était une belle audition. Merci. Merci beaucoup à vous. Je sais qu'il y a 1 ou 2 sujets sur lesquels on fera un suivi vraiment beaucoup plus précis, donc mon équipe fera le suivi. Et puis après, je parlais de cette journée de colloque et de travail là, sur les territoires à l'Europe, à laquelle je tiens beaucoup, à laquelle vous serez vraiment associés au premier plan, et on va construire une invitation bientôt et trouver une date et puis mettre ça en place pour pouvoir évoquer tous ces sujets. Merci beaucoup à vous.